Oui, merci Bernard Minet pour ce petit solo de batterie fort sympathique qui ouvre chacun de nos podcasts. Ça pulse, y a pas à dire. Donc bonjour à tous et bienvenue dans Bug l'émission. Émission la 34e du nom aujourd'hui. Et l'émission particulière, je ne vous le cache pas, puisque comme vous l'avez bien entendu au son de ma voix, je ne suis pas Alphonse Dadet. Il ne sera donc pas là aujourd'hui pour animer cette émission, mais ne vous inquiétez pas, puisque je suis évidemment accompagné de mon meilleur ami que je n'ai jamais vu de ma vie. Salut Seb. Mais salut papa, bonne fête hein. Merci. Est-ce que cette émission est programmée par M. Night Shyamalan? Parce que je vois déjà des twists. Ah, c'est possible. On ne sait pas où on se dirige, mais je pense qu'il peut y avoir moult retournements de situation. D'ailleurs, à propos de la non-venue de Alphonse aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de spéculations et de rumeurs qui sont lancées. Ouais, je vais peut-être leur donner la vérité alors. Bah vas-y. Parce que d'après un sondage, notre meilleure émission est celle où l'ami Tony était absent. C'est la plus commentée et la plus aimée. Donc on a pris des mesures et on tente, sans Tony, voir si on peut amener l'émission un peu plus loin qu'elle ne l'est maintenant. Du coup, on a mis en place un numéro et vous pouvez nous envoyer un SMS pour faire ou non revenir Tony. Donc vous envoyez oui pour qu'il revienne et non pour qu'il ne revienne pas. Le numéro est 0118 999 881 999 119 725 3. On attend vos messages en masse. Moi, pour rien ne vous cacher, je reçois des messages comme ça là à l'instant. Je viens d'en recevoir encore un sur la rumeur justement de sa disparition, et là ça enfle à son propos, et on apprendra en fait qu'il aurait tout simplement visionné 2 films dans la même semaine. Et en fait il s'en serait toujours pas remis en fait, le garçon. Non, après pour être totalement transparent avec notre public, de toute façon on se dit tout, vous le savez, la vérité sur l'absence d'Alphonse est en fait toute bête et tout simple, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt en fait la Coupe du Monde de football. Et en fait, Alphonse fait partie de la sélection nationale du Panama. Oui. Et il joue là-bas, c'est un peu son pays. Donc là, pour l'instant, il est à Moscou, mais il devrait, à mon humble avis, revenir très très prochainement dans l'émission de Bug. Donc l'émission aujourd'hui, Seb, c'est surtout toi qui va en parler, des films, des séries télé. Tu as préparé plein de choses. Ouais, j'avais mis plein de petits trucs au placard et puis ça prenait trop de place, alors j'ai tout mis à la poubelle et je fais les fonds de poubelle aujourd'hui. C'est ça, on va faire un ping-pong tous les deux. Je serai le clown blanc, tu seras l'Auguste, ou inversement, je ne sais pas comment seront répartis les rôles. Il y a un clown dans ma chronique, mais c'est pas Claudie. Pas de cassoulet cette semaine. Je te laisse le choix dans la date et le choix de commencer cette émission. Oh, c'est gentil. On va faire La Casa de Papel, deuxième partie, parce que ça fait quand même genre 2 mois, voire même 3 que c'est arrivé sur Netflix, donc il est temps d'en parler. On va faire ça vite fait, quoique. Vas-y. Et je vais être moins gentil que lorsque je parlais de la première partie. Parce qu'ici, j'arrive plus à sauver grand chose, hein. J'en suis à un point où je ne vois plus que les défauts. À un point même que quand Ursula muy caliente el schwingo Corbero se retrouve à moitié à poil, ça passe pas. La raison pour laquelle elle retire ses vêtements est gratuite, et le plan sur son cul, absolument parfait au point qu'on aurait envie qu'elle s'assoie sur nos visages, ne sert à rien. Et voilà où j'en suis. Les mecs, ils m'ont cassé. Et ils ont cassé l'élastique à force de trop tirer dessus. Oh, j'ai fait un lien, t'as vu? Je suis trop fort. Ouais. Donc attention, grosse séquence ultra spoiler, parce que ça mérite pas que je travaille des arguments. Je vais juste balancer une série de conneries vues dans les derniers épisodes. Donc souvenez-vous du gros cliffhanger, le professeur est un génie qui a tout prévu, et donc le fameux cliffhanger que j'évoquais, il sert à rien, parce qu'on le voyait stressé, genre les flics ont trouvé un plan, sauf que c'était son plan, comme je l'avais supposé. Donc pourquoi on le voit stressé? Je sais pas, mais à ce stade, je pense que même les scénaristes ne le savent pas, puisque les flics, pour rappel, découvrent la planque suite à une erreur qu'il a commise. Donc ça veut dire que le mec est tellement génial qu'il avait prévu qu'il allait commettre des erreurs, le conduisant du coup à avoir un plan pour réparer l'erreur. Le professeur, toujours, c'est un peu mon champion. Il a tellement tout prévu qu'il a même un déguisement de clown dans sa planque. Ça tombe bien, il l'a utilisé. Soit c'était pour le plan, soit il a un délire à lui tout seul et par chance, ça lui a été utile. Ça m'arrive tout le temps, perso. Aussi, il a un plan pour libérer quelqu'un qui se fera arrêter. Mais un seul, pas 2. Après, débrouille-toi. J'imagine qu'il n'avait pas prévu plus, vu que le scénario ne comptait pas en faire arrêter 2.
La flic, notre amie flic qui était super pénible dans la première partie, est toujours aussi pénible dans cette seconde partie, et elle parvient à découvrir qui est le professeur, et elle l'arrête. Formidable. Mais au lieu de l'emmener au commissariat, pour que tout soit fait dans les règles, elle l'emmène ailleurs, seule, dans le but de lui filer l'occasion de s'échapper, j'imagine. Et je vous le mets dans le mille, il y parvient ce con. Le clou du spectacle, bah c'est quand même dans le dernier épisode, c'est du génie absolu. Le mec a tellement tout planifié qu'il est parvenu à planifier le fait que la flic allait tomber amoureuse de lui. Moi personnellement j'appelle ça une relation extrêmement perverse. Et du coup, avant même qu'elle ne découvre qu'il était le méchant, il lui avait donné un plan pour le retrouver une fois le braquage terminé. Mais sous prétexte que je ne sais plus qui sont les gentils et qui sont les méchants, elle finit dans un retournement de situation grotesque au possible par retourner sa veste. C'est génial. D'ailleurs, la meuf, elle en a tellement rien à foutre, à 2 reprises, elle entrave sa propre enquête. Après l'arrestation foirée, elle découvre où il se cache. Mais elle ne dit rien à personne et elle y va toute seule de manière à être sûre de se faire choper et de ne pouvoir rien dire. Et quand les flics la chopent, elle, bah on lui menace de lui prendre sa fille, ce qui va arriver. Mais rien à branler, elle se casse, rejoindre le professeur à l'autre bout du monde. Et ça, c'est la fin de la série. Parlant de la flic, son ex-mari qui avait une storyline de garde d'enfants à la con et sans intérêt dans la première partie, ils ont réussi à lui filer un épisode de gros boulet qui sert à rien lui aussi. Cette série est merveilleuse. En fait, cette série, c'est le nouveau Prison Break, mais qui s'est dégradé beaucoup plus vite. On a un début convenable, bien foutu, bien pensé, puis très vite, ça n'a plus rien à raconter et ça tourne à vide. Et ça le fait mal. Ensuite, la fin est nulle, mais pas de panique, on annonce une suite qui n'a pas lieu d'être. C'est génial! Il y a plein d'autres trucs cons, mais si je dois tout passer en vue, j'en finirai plus. Donc disons-le, c'est de la merde. Une merde qui fait croire à son spectateur qu'il est intelligent, mais tout ça en le prenant pour un con. Du génie donc. L'élastique, ils l'ont explosé. En gros, on a démarré sur un string et on a fini sur un slip de Guy Carlier. Est-ce que tu seras forcément là pour la saison 3? Bah, la curiosité débile du mec qui veut savoir ce qu'ils vont raconter, comme je l'ai fait pour Prison Break, quoi. Oui, je vais regarder cette merde, mais je sais déjà d'avance que ce sera de la merde et que les gens vont retourner leur veste, comme ils ont déjà commencé un petit peu à retourner leur veste sur ces derniers épisodes. Voilà. Mais Là, pas j'ai assez. toujours résisté et je suis content de moi. Je ne suis pas tombé dans le panneau de me lancer là-dedans. Bah ouais, moi dès qu'on m'en avait parlé, de toute façon, comme un truc absolument génial, parfait, incroyable, du jamais vu, je me suis dit, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et en effet, bah en fait les gens sont, mais littéralement les gens sont pris pour des cons, mais comme c'est assez bien emballé et qu'on leur fait croire qu'ils sont intelligents, il y a une certaine vanité quoi. C'est-à-dire cette série me prend pas pour un con. Et ben en fait si. C'est encore pire je pense même. Je pense. On passe au sujet suivant donc. Vas-y. Ben on va rester sur Netflix. Ça va Restons être sur mon Netflix. cheval de bataille du jour, Netflix. On n'en parle pas souvent en plus dans l'émission, Ouais, en plus. ça tombe bien. C'est vrai. On va parler de Paradox de Daryl Hannah, la L de Quentin Tarantino, de Kill Bill, quand même. Ouais. Mais là, c'est... La sirène de Splash, Ouais, j'ai jamais vu Splash. Je le regarde ou pas? bah, je l'ai jamais vu non plus en fait. Ah d'accord, tant pis. Bah je le regarderai alors, par curiosité. Donc là, elle réalise, et c'est un film avec Neil Young qu'on aime plutôt bien ici, en fait. Old man, take a look at my life, I'm not like you. Bravo. Donc je pourrais faire long et compliqué, mais je vais faire court et simple. C'est de la merde. Mais genre vraiment, les derniers Pirates des Caraïbes, Transformers et plein de trucs nazes sur lesquels j'ai allègrement chié dans cette émission, c'est bien en comparaison. Parce que ces films sont peut-être nazes, ratés et tout ce que vous voulez, mais nom de Dieu, au moins t'as pas envie de te crever les yeux devant. Quoique. Mais Paradoxe, après même pas un quart d'heure, j'en pouvais plus. C'est infernal comme truc. On dirait un film amateur, genre vraiment un étudiant sans moyens qui prend sa caméra pour la première fois et ne sait pas quoi en faire. Y a pas un plan qui fout pas la gerbe. Les mouvements de caméra sont aléatoires. Voulez-vous faire une idée? C'est limite du niveau d'un court-métrage de notre ami Durandal. Reste quelques moments live de Neil Young, ce qui est toujours classe. Mais putain, faut se taper tout le truc quoi. Ça dure 1h13 et tu les sens méchamment passer. Un peu comme cette scène où 2 gars sont en train de chier et que l'un dit que la vie, c'est comme un paix. C'est ça, ouais. On m'a chié dessus pendant plus d'1 heure. Et du coup, Neil Young et Neil Young dans le film. Si j'ai bien compris. Oui, c'est Neil Young et son groupe qui se baladent. Et puis, donc, c'est 2 membres de son groupe qui vont faire caca. Et il y en a un qui dit la vie, c'est comme un paix. Et voilà. Je pense que le bonhomme a pété totalement un câble depuis son divorce, peut-être. Oui, il faut croire. Je ne comprends pas le délire de ce film. Sincèrement, c'est même pas un documentaire intéressant sur la vie de tournée ou quoi que ce soit. C'est n'importe quoi. C'est expérimental, Donc, on va dire, mais bon, c'est nul. Même si on est fan de Neil Young. Bah, je dirais que sur 1h13, t'as quoi, 10 minutes de live, donc regarde un live à la place, quoi.
Et c'est des lives récents de musique, pas les tubes, quoi. Non, c'était pas forcément les tubes, mais c'était un live récent, donc ouais, mais je crois qu'il y avait quand même deux, trois, un petit classique, mais c'est même pas des chansons entières, hein, donc C'est même pas des chansons écrites spécialement pour le film. non. Même pas. Non, bah, si ça avait été au niveau du film, de toute façon, vaut mieux pas. Bon, on va continuer de rester sur Netflix avec Game Vas-y. Over Man, parce que Alors vas-y, parle-en parce que ça, je vois pas du tout ce que c'est. ouais, je te raconte, je fais même pas le pitch en fait, comme d'habitude, moi. Ça n'a rien à foutre. C'est un truc de jeu vidéo. Non, même pas. Même pas. Non, les mecs de chez Netflix, va vraiment falloir qu'ils surveillent ce qu'ils font niveau film, hein. C'est vraiment affligeant. Là, c'est la bande de la série Workaholics, je sais pas si tu connais. Non. C'était assez Ou sympathique. alors c'est ton accent qui est horrible et j'arrive pas à assimiler ce que tu es en train de me dire, mais... Workaholics. Non. Non, ça me dit C'était rien. une série de comédie centrale qui était très sympathique au début, qui a un peu... qui tournait un peu à vide sur la fin, mais voilà. Donc c'est ces mecs-là qui font un film, mais si un épisode de 20 minutes pouvait déjà être lourd, bah imagine un peu 1h40. Et encore une fois, c'est du Die Hard lag en mode comédie, c'est lourd et pénible. Mais après, on peut pas leur retirer que lorsqu'ils ont une idée de blague en tête, bah ils la gardent et vont jusqu'au bout, hein. Au début du film, on te dit que Shaggy sera présent à la fête et qu'il va chanter. Et plus tard, en pleine prise d'otage, boum, t'as un caméo de Shaggy qui chante It Wasn't Me. D'ailleurs, il y en a une chier hein, de caméos, hein, et après s'être amusé à recenser les références de Ready Player One, on peut faire la même chose ici avec les caméos. Donc pour le pitch rapide, donc t'as les trois mecs de Workaholics, bah t'as ton ami là, comment il s'appelle, celui qui a fait le film avec Alexandra Daddario. J'ai complètement oublié son nom. Je sais même plus comment il s'appelle. Ouais. Ouais. Enfin, le mec infernal qui est petit, un peu grassouillet et qui a une voix de merde. Ah oui, ah non, je vois de quoi tu parles, la série en fait, ça y est. Ouais, voilà. Donc ces trois-là travaillent dans un hôtel où il va y avoir une grande fête pour un truc de jeu vidéo, et eux ils ont créé un jeu vidéo, et ils veulent absolument rencontrer le mec qui va faire ça, et puis il y a une prise d'otage et on s'en fout complètement quoi. Et puis ils nous refont Die Hard quoi. Enfin ils nous refont Die Hard comme des crétins quoi. Mais je vais quand même vous donner une raison pour regarder le film. Enfin si vous êtes aussi débile que moi, il y a Rona Mitra putain. Et moi aimais beaucoup trop Rona Mitra, donc moi perdre beaucoup de temps à regarder trucs nazes pour elle. Sinon, bah à part ça, hein, vous pouvez vous en passer allègrement, allez plutôt faire une colonoscopie à la place, on sait jamais, faut surveiller ce genre de truc, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais Rona Mitra, elle a dû vieillir quand même, non? Écoute, elle est toujours parfaite. Hein. Ah. Moi je la follow Bah, sur Instagram, et elle se balade dans les champs avec son cheval et ce genre de trucs, et j'ai toujours autant envie de l'épouser. On rappelle que sa meilleure scène est dans le premier épisode de la saison 3 de Nip Tuck, si je ne m'abuse, dans son triolisme avec Kimber et Christian. Oui, en effet. Tout à fait, tout à fait. On aime beaucoup Rona Mitra dans cette émission, donc. Et donc c'est un film par rapport à la tour Montparnasse infernale, c'est moins bien. C'est moins bien. Donc je sais pas exactement où tu situes la tour Montparnasse infernale. Moi je l'ai pas revu depuis des siècles, donc j'en garde un souvenir de jeune fou qui aimait beaucoup Eric et Ramsey, donc je préfère pas le revoir. Enfin, par rapport au deuxième, en tout cas, c'est au même niveau que la tour infernale 2, je sais plus comment ça s'appelait. La tour infernale Montparnasse, je sais plus comment ils avaient appelé cette merde. Quelque chose comme ça. Ouais. Bon, je vais essayer de dire un peu de bien de Netflix pour changer. Bah, vas-y, essaye. Santa Clarita Diet. Et après, Oui. je passerai à autre chose. Hein. Bah, ils nous ont lâché la deuxième saison il y a un moment déjà. Pareil, hein, ça fait dure 4 mois que je devais en parler, j'en ai pas parlé. Donc je voulais vite revenir dessus parce que pour moi, bah, c'est un peu le haut du panier Netflix. Pas parce que c'est génial ou quoi que ce soit, hein, juste parce que ça pue pas la prétention et que ça tente pas d'être autre chose que ce que c'est. Donc là, on a Drew Barrymore qui se transforme en zombie, et t'as son mari Timothy Olyphant qui essaie de faire marcher son mariage et la vie de famille avec une femme qui mange des gens. C'est complètement con et ça s'assume. Le duo Barrymore-Olyphant marche du feu de Dieu et ça se laisse suivre sans déplaisir, donc je recommande. Quand, déjà même pendant qu'Olyphant faisait l'excellente série Justified, à chaque fois qu'il était à la télé dans les late shows genre Conan O'Brien et compagnie, le mec était hilarant, on se disait derrière ça il faut absolument qu'il fasse une comédie, et derrière ça il a fait une comédie, et même si c'est pas une grande série ou quoi que ce soit, il est vraiment excellent dedans, et ça fait plaisir parce qu'il sera dans le prochain Quentin Tarantino. Et là je suis content, avec un casting de malade d'ailleurs. J'ai vu ça. D'ailleurs, je pense qu'il faut pas trop s'emballer sur ce casting parce que les mecs vont avoir une scène, ça se trouve. Et... Ouais, peut-être, oui c'est vrai. Bah oui, c'est vrai que si tu veux, il y a Damian Lewis de la série Homeland qui joue Steve McQueen. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer que Steve McQueen aura un rôle important dans le film, quoi.
En tout cas, ce film pose beaucoup de questions. On sait pas trop où on va, mais on a envie d'y aller. J'ai tendance à faire confiance à Tarantino, donc ça va. Bah, c'est un peu ça. La filmographie parle pour lui, donc... Ouais. Maintenant, on va parler d'un film que t'as vu, histoire de changer un peu. Ouais. The Vanishing of Sydney Hall, le genre de petit film dont personne ne vous parlera. Peut-être à raison, parce que c'est pas extraordinaire, mais à force de bouffer de la merde, parfois on tombe sur un petit truc plaisant et ça fait du bien. Donc là on a l'histoire de Sydney Hall, un écrivain qui publie ce qui deviendra un succès international, et puis paf! Comme le titre du film l'indique, il disparaît. Et on a donc un enquêteur qui part à sa recherche. Sydney Hall, c'est Logan Lerman, un gars que j'aime bien. Je vous conseille The Perks of Being a Wallflower, ou bien encore Stuck in Love avec ma future femme Lily Collins. Enfin, elle est en pleine discussion en ce moment avec Rona Mitra, on va s'arranger. Il est aussi dans le très bon remake de 3h10 pour Yuma de James Mangold, et si vous voulez rigoler, je vous conseille le premier Percy Jackson, qui est vraiment tout pourri, mais qui me fait beaucoup rire. L'enquêteur c'est Kyle Chandler, éternel coach Taylor de Friday Night Lights. Et voilà, je viens de vous donner les 2 très grosses raisons qui m'ont poussé à regarder ce film, et j'espère que ça vous titillera. Pour le film en lui-même, il est intéressant, la narration éclatée sur 3 époques crée un petit mystère sympa à suivre. On a donc Sydney à 18, 24 et 30 ans. 18, c'est le moment fatidique où tout ce qu'on verra par la suite va naître. À 24 ans, son roman était un immense succès et on découvre sa vie un peu chaotique. Et à 30 ans, il erre comme un clochard et détruit son fameux roman en allant le choper dans les bibliothèques pour le brûler. Mais pourquoi fait-il ça? Tadam! C'est le mystère. Le film, c'est un drama, hein, avec un D majuscule et 5 A à la fin, du genre drama. Mais c'est bien emballé, je trouve, et grâce à de bons acteurs, c'est même touchant. Le léger souci de cette narration en 3 époques, c'est que Logan Lerman fait très jeune. Tant mieux pour lui, hein, à 40-50 ans, il ne les fera pas. Mais là, j'ai du mal à accepter l'idée qu'il fasse les 3 époques, même avec sa grosse barbe et ses cheveux longs pour les 30 ans. Mais bon, ça c'est encore un petit détail qui gêne pas plus que ça. Donc voilà, ça va pas changer votre vision du cinéma, vous ne le reverrez probablement jamais, mais en soi, c'est pas désagréable. Bastien lui met 2 sur 6. Ça paraît peu, mais quand ça vient de lui, ça veut dire que c'est recommandable. Je pense que je lui mettrais 3 quand même. Oh. Mais du coup, ça, c'est pas un film Netflix au final? Pas du tout. Pardon, je buvais. Non, pas du tout. Non, parce que justement, en le voyant, je me suis dit, bah, ça aurait été un film Netflix, ça aurait été un bon film Netflix, mais en tant que film tout simple, bah, c'est pas un si grand film que ça. Ouais, non, mais on est d'accord que c'est pas un grand film. On est d'accord. C'est juste, c'est peut-être aussi, il faut aussi remettre un peu les trucs dans les contextes. Quand tu viens d'enchaîner, genre, je sais pas, 10 films d'affilée qui est vraiment de la merde, t'arrives sur un petit truc qui est pas déplaisant, qui est pas exceptionnel non plus, t'as tendance peut-être un petit peu à le surestimer. Après, il faut savoir aussi raison garder. Comme je l'ai dit, je le reverrai probablement jamais, enfin, même certainement jamais, mais en l'état, c'est pas désagréable quoi. Si vous avez une semaine de merde et que vous avez regardé que des trucs nuls, bah voyez ça et ça va, ça passe. C'est vrai que sur la fin, le film m'a un petit peu plus intéressé, parce que j'ai trouvé ce qui fait quand même 2 heures, faut le dire, ouais. Donc il est assez long, il y a des passages quand même, c'est plutôt mou. Mais vers la fin, t'as des twists, tu comprends un peu tout le film, et en plus on te met une petite musique de Bob Dylan, ce qui n'est pas pour me déplaire forcément, j'ai trouvé ça, je me suis dit ah ouais quand même en fait il y a de l'idée, c'est intéressant et ça va quand même assez loin et je m'attendais pas à ça parce que c'est quand même très chaud la fin quand c'est enfin un peu pareil quoi, c'est à dire qu'il y a vraiment des moments où tu sens un peu les longueurs, mais c'est vrai qu'il aurait fallu vraiment plus se concentrer sur ce qui fait le cœur du récit et alimenter ça et peut-être faire déjà 20 minutes de moins quoi. Ouais, parce que la relation avec Elle Fanning, je sais plus. Ouais, je trouve qu'elle est pas si exploitée que ça et il aurait dû recentrer plus ton récit là-dessus. Oui, parce que quand ils ont 24 ans, ils sont en couple et puis ils se séparent et puis tu te dis bah c'est pas vraiment l'histoire la plus palpitante du film quoi. Ouais. Le film est peut-être un petit peu trop ambitieux par moment et elle aurait peut-être dû recentrer, je pense, certaines intrigues. Ouais. Virer des trucs. En effet, on est d'accord en fait. Voilà. Vas-y. Je vais passer sur mon dernier sujet. Défoule-toi. Ouais, il est temps. Je vais un dernier film et puis je vous laisse tranquille. Parce que là, vous vous dites oh putain, Sab n'a pas parlé de blockbuster. Bah t'inquiète pas mon con, le voilà. Donc après l'orgie visuelle qui était Pacific Rim qui ne nécessitait pas de suite, voici la suite en question, à savoir Pacific Rim Uprising de Steven S. The Knight, dont c'est ici le premier film, mais vraiment, même à l'écriture. Avant ça, que de la télé. En gros, la transition avec Del Toro est bien violente. Bon, le film s'est fait déchirer, hein. C'est même, paraît-il, le pire film de l'année pour certains. Une certaine idée de l'exagération que j'exècre, car le film a beau être vain,
c'est pas non plus la catastrophe annoncée. Hein. Il y a même de bonnes intentions là-dedans. Bon, les bonnes intentions font pas les bonnes choses, hein, mais c'est déjà ça, quoi. Au moins, ils ont essayé. Déjà, les combats se font de jour, ce qui change par rapport au film de Del Toro se déroulant exclusivement de nuit. Et il y a Scrapper que j'aime bien. C'est un petit Jagger. Mais voilà, tout ça, c'est survolé à mort, quoi. Les bonnes intentions, c'est bien, mais il faut assurer la livraison derrière. Et c'est pas trop le cas. Et puis il y a Scott Eastwood, le fils dont Clint doit avoir honte en voyant la carrière. Et pour le reste du cast, à savoir les cadets du programme Jagger, à part une qu'on découvre au début du film, celle qui pilote Scrap, et qui se lie avec le personnage de Boyega, on s'en bat royalement les couilles. Mais pour bien résumer tout ça, on va prendre la BO. Celle du Del Toro n'était pas géniale, mais le thème principal était cool. Là c'est une version remixée. Tu le reconnais, tu le sens, tu peux même le goûter. Mais c'est pas vraiment ça. Ceci dit, le film a un truc pour lui qu'on ne peut pas lui retirer. On vit dans une époque où les blockbusters font tous 2h30 sans aucune raison apparente. Alors on va pas se plaindre quand il y en a un qui fait 1h50, signifiant qu'après 1h40, tu peux partir faire la colonoscopie que t'avais prévue au lieu de regarder Game Over Man. C'est bien ça, 1h50, je vais pouvoir le caser à un moment. Bah oui, ça se casse facilement, quoi. Et du coup, est-ce que ça ouvre sur un 3e épisode hypothétique ? Ouais, grave. Grave, ça finit sur un cliffhanger, hein, même. Oh. Tu veux que je spoil ou pas? Tu veux attendre de le voir? Vas-y. Alors en fait, donc dans le premier, tu avais Newt, Charlie Day, le scientifique qui avait fait une connexion avec, qui avait fait un rift avec un kaiju. Et en fait, le kaiju, il a pris en prise sur lui. Et donc c'est lui le vrai grand méchant du film. Et donc il a complètement niqué tout le programme Jagger et il y a des petits bouts de kaiju dedans, donc il y a des Jagger qui sont méchants. Et c'est pour ça que dans une bande-annonce on voit un combat Jagger contre Jagger. Et donc à la fin il se fait choper, ils arrivent à sauver le monde et tout, et puis ils disent aux aliens attention, maintenant on vient pour vous. Donc dans le 3e ils vont aller combattre les aliens. Est-ce que le film est généreux en termes d'action ? Ça va, il est assez sympathique, il est quand même assez bavard, pas super intéressant, mais assez nul, je le reverrai jamais, contrairement au Del Toro que je peux regarder assez fréquemment avec toujours le même plaisir. Mais en somme, c'est vraiment pas le pire blockbuster que j'ai vu cette année, quoi. Et l'absence de Charlie Hunman, elle est expliquée ou... Si c'est le cas, j'ai complètement oublié. Mais à mon avis, ça doit être le truc survolé en un dialogue. T'as Mako qui revient, et pas très longtemps. Sinon, non, les personnages qui reviennent, c'est majoritairement les deux scientifiques. Ok. Donc pas très intéressant. Enfin. Moi j'adore Charlie Day, mais voilà. Ouais. Donc voilà pour ton petit pot pourri. Oui. Je vois le temps de l'émission, je me dis que c'est un peu court, donc peut-être que je vais aussi pouvoir faire un petit décrassement de mes dernières visions. Et te connaissant, il doit y avoir du truc très très lourd. On va pas aller très loin. Mais après, oui, je vous dis tout. En ce moment, il y a moins de visions qui se font. Il y a eu quand même un grand bouleversement dans ma vie ces derniers jours qui explique justement ce fait que j'ai vu moins de films, moins de séries. Une chaude pisse. Non, plutôt un heureux changement, mais qui me prend beaucoup de temps. Et en fait, c'est la détection. Je me suis passionné pour ce qui était au départ un passe-temps avec mon détecteur à métaux, et à me balader, à gambader, à fouiller, à trouver des véritables trésors dans la nature sous terre. C'est un truc très prenant, mais ça m'apporte beaucoup de bonheur, mais bon, au détriment de ma passion du cinéma. Voilà. Regardons un petit peu vite fait ce que j'ai noté sur ma feuille avant l'émission, parce que du coup ça s'est fait vraiment à l'arrache. Tiens, puisqu'on était dans l'esprit Netflix, et je pense que tu les as vus aussi, on peut en parler vite fait. Le Psychokinésis, film de Ping Chong Fong. On dirait une blague quand il dit le nom. C'est ça. Genre je me souviens plus de son nom, c'est Petit Chong. Ça passe tout seul. Le réalisateur de... C'est assez raciste, mais bon. Toi qui es fan d'Éric Zemmour. Ouais. Qui avait fait l'excellent Dernier Train pour Busan, le dernier grand film de zombies pour ma part. D'accord. Et donc là, il nous a fait un truc de super-héros qui a été
acheté par Netflix, parce que je sais pas si c'est vraiment un pur produit Netflix à la base. Non, je pense pas, ça a été récupéré derrière, comme ils le Voilà, font ça a été souvent. récupéré derrière. Et pour ma part, grosse douche froide en le voyant. J'en attendais pas énormément, mais j'ai été en fait encore plus déçu que le peu d'espoir que j'avais devant. Ça fait plus penser à du Stéphane Shaw, notre ami de Shaolin Soccer et Kung Fu Dont je ne suis Hustle. déjà pas fan à la base, donc... Ouais. Avec cette petite esprit où ça se passe dans un petit quartier, avec un milieu social un peu bas de quartier, des petits combats un peu foufou. Et justement, j'ai trouvé que j'avais l'impression que les effets spéciaux n'avaient pas changé là-bas depuis Shaolin Soccer. Ils sont assez limites. Ça se Et voyait j'ai déjà vu dans la beaucoup. bande-annonce que ça allait être moche. Ouais. Parce qu'il y en a qui vantaient justement, j'ai vu les effets du film, alors que moi je les trouve vraiment pas ouf. Et le film est vraiment très oubliable, on peut le dire. Enfin, je sais pas toi comment Bah non, tu l'as moi vu. pareil, j'ai adoré Busan, donc j'avais un petit peu d'espoir sur ce réal, et puis dès que j'ai vu la bande-annonce, c'était assez naze. Et comme il est arrivé en même temps que Avengers, t'avais tous ceux qui voulaient se la branler, ils disaient oui, ben oui, mais vous voyez, avec beaucoup moins d'argent, c'est beaucoup mieux, alors qu'en fait, bah non, c'est de la merde, je suis désolé. Pourtant, j'avais été quand même un peu sévère contre Avengers, hein, si tu te souviens bien. Donc non, faut pas déconner, le film est vraiment naze. C'est vraiment c'est foiré. Le mec il utilise ses super pouvoirs pour de la merde, genre rien à branler quoi. Je l'ai même quasiment déjà complètement oublié, pour tout dire. Ouais. Ouais, c'est vrai que le film est vraiment pas original pour un sou. Dans le même style, moi j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à un film qui était sorti assez récemment, le film italien J comme je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Jig Si tu Robot, vas- J Robot, que je... c'est un peu, je trouve, dans la même veine à la limite, qui est beaucoup plus intéressant pour le coup, même si c'était pas non plus un film. Ouais, on est d'accord, j'avais pas aimé non plus, mais c'est vrai que Jig Robot est quand même un petit peu mieux. Mais ça Ouais, reste pareil, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est des films qui sont faits par des gens qui regardent les films de super-héros avec une forme de mépris. Et derrière, ils aiment pas ça, et en fait, ça se ressent. Et ceux qui, justement, exècrent les films de super-héros ont tendance à s'exciter aussi sur ces films-là, alors que bah, c'est nul, quoi. ouais. Mais bon, ça fait bien parce que c'est un bon réalisateur. Donc, film mineur, j'imagine, dans sa filmographie, même si je n'ai pas vu tous les autres. Voilà. On continue dans Netflix avec Cargo, Ah, oh, le film zombie avec Martin Freeman, notre ami excellent dans Watson, le film. qui est, ouais, pour le coup, enfin, non, ouais, il est quand même assez différent parce qu'il joue un peu tout le temps pareil, je trouve, Martin Freeman, mais c'est vrai que là, il propose quand même un rôle un peu différent. Pareil, le film, je l'ai trouvé pas d'une originalité folle, mais pour le coup, il y avait une ambiance, des tentatives assez intéressantes. Puisque le film, donc c'est un film de zombies, mais ce qui les intéresse vraiment, c'est plutôt le côté émotionnel de l'histoire, l'esprit fin du monde, puisque du coup, il y a un enfant et son père au cœur du récit, et c'est surtout ça qui va être le cœur de l'intrigue, j'ai envie de dire, plus que l'attaque zombie. Moi, Parce clairement. qu'après, ouais, c'est pas. C'est du niveau d'un Walking Dead, après Oui. niveau attaque de zombies. C'est pas un truc extrêmement ambitieux. Mais ouais, après le film m'a aussi assez surpris en fait, parce que du coup je savais pas trop de quoi ça parlait, et en fait au départ tu penses que tu pars sur un truc un peu sur une barque, et en fait le récit t'amène ailleurs. Et assez constamment comme ça, il change un peu de lieu. Donc il se laissait suivre assez bien le film. Mais après, il m'en reste pas non plus un plaisir immense. Je ne le conseillerais pas forcément à quelqu'un de lui dire il faut absolument que tu regardes Cargo. On est assez d'accord. Ouais, j'ai trouvé que Ouais. bah, c'était le cœur émotionnel le plus intéressant, quoi. C'est-à-dire, tu suis un père de famille qui sait, bah, je vais un petit peu spoiler du coup, mais qui sait qu'il est condamné et il s'est trouvé un refuge pour sa fille. Et ouais, c'est vraiment le cœur du film, plus que les zombies. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, d'ailleurs, la menace. Hein. Ouais. Ça change absolument rien. Donc ouais, Martin Freeman, et comme je dis, est vraiment excellent dans ce film-là, et
c'est peut-être pas forcément hautement recommandable, mais je trouve que par rapport à ce que fait Netflix, bah, c'est quand même vraiment c'est quand même le haut du panier, ouais. clairement. Ouais. D'aucuns diraient que c'est la route du pauvre en fait. Bah, La Route pour moi c'est déjà un film du pauvre, mais bon. C'est vrai que c'est pas un film non plus que je porte spécialement dans mon cœur, mais il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux films. Continuons avec Netflix. Alors je l'ai noté. Putain, mais, c'est vraiment la soirée Netflix là. comment ça s'appelle Anon. Ah putain, ouais, non, quelle horreur. Le dernier Andrew Nicol. Andrew Nicol à la base c'est quand même quelqu'un que j'apprécie. Ouais, et je pense qu'il est mort, artistiquement en tout cas. Quelqu'un que j'aimais beaucoup fut un temps, puisqu'il a quand même réalisé Bienvenue à Gattaca, qui est probablement mon film de science-fiction préféré de tous les temps, qui est un peu mon Blade Runner à moi. Et puis il a écrit aussi le scénario de The Truman Show, qui est aussi un de mes films préférés de tous les temps, je pense. Et après, sa carrière s'est un petit peu détériorée. Il y a eu un petit The Lord of War qui était sympathique. Ouais. À un moment, mais là c'est la dégringolade. Et j'avais lu donc des avis sur ce film Netflix comme quoi là il y avait un petit retour de forme chez Nicole. Et bah j'ai vu le film il y a un petit peu plus de 3 semaines je crois. J'ai dû le regarder en 3 fois. Je m'endormais à chaque fois devant et j'en ai presque plus aucun souvenir. C'est un film qui m'a plongé dans un sommeil profond. Qui est avec comment il s'appelle notre ami Clive Owen, c'est ça? Ouais. Clive Owen, donc en plus les Fils de l'âme, quoi. C'est vrai qu'il y avait moyen de faire quelque chose, mais alors l'histoire c'est un épisode encore de Black Mirror étendu sur en même temps un épisode de Black Mirror peut durer la durée de Anon, hein, mais là il y a je sais pas, c'est un film chiantissime au possible, hein. L'ambiance est mortifère, c'est noir, c'est gris, moi j'ai bien dormi. Ouais, bah Ouais, moi je l'ai vu le jour de sa sortie, ouais. parce que pareil, c'est-à-dire que moi je suis pas un gros fan de Gattaca comme toi, mais au moins même Gattaca dont je suis vraiment pas fan, au moins j'ai beaucoup de respect pour le film parce que c'est un vrai film quoi. C'est-à-dire que tu sens que le mec il a vraiment fait ce qu'il avait envie de faire, qu'il y a de l'ambition derrière, etc. Donc je sais faire la différence parfois entre un film que j'aime bien, un bon film, et un film que je n'aime pas. C'est très différent. Et donc Nicole, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Truman Show, pareil, c'est un de mes films préférés, il est formidable. Et depuis là, je sais même pas comment on peut défendre le mec, quoi. Donc là, on te dit, ah non, c'est formidable, c'est le grand retour d'André Nicole. Donc tu te dis, bon, je vais quand même tenter. Et là, tu te retrouves sur un film de quoi, 1h50, 2h, je sais plus. Ouais, il est long en plus. Hein, en vue subjective. La vue subjective au cinéma, c'est genre le pire truc du monde. C'est de la merde, il faut plus le faire. Et donc c'est infernal, t'as ça pendant tout le temps, et pour moi c'est de l'anti-cinéma presque, et c'est horrible. Et de toute façon, pour préciser le déclin d'Andrew Nicole, je n'ai qu'une chose à dire, c'est dans un de ses précédents, c'est le précédent d'ailleurs, c'est Good Kill, avec, comment s'appelle-t-il encore, Ethan Hawke, voilà. Donc Ethan Hawke dans le film est marié avec January Jones, ma 3e épouse. Et genre, il s'en fout d'elle, et moi je suis là, mec, qu'est-ce que t'as écrit là? T'as January Jones, c'est ta femme, tu restes près d'elle, tu veux pas décider d'aller dans l'autre bout du monde pour faire la guerre. Et c'est là que tu te sens que le mec, il a tout perdu, quoi. Il a plus de cœur, il a plus d'âme. C'est fini, Andrew Nicole, c'est fini. Voilà. D'aucuns diraient que c'est le Minority Report du très pauvre, ce film. Ah oui, mais du plus que pauvre, là, hein. Putain, waouh. Non, mais sinon, si vous voulez une petite info sur qui n'a rien à voir avec le film, mais en même temps qui a un petit peu à voir, et c'est la seule chose qui va vous rester finalement de ce qu'on vous dit sur ce film, c'est que Clive Owen quand même a voulu se taper Alexandra Lamy et elle l'avait rejeté quand même. Ah ouais. Et elle l'avait dit dans une émission de Thierry Ardisson, et Kevin Costner aussi elle l'a rejeté. Elle a rejeté beaucoup de monde. Hein. Ouais. Parce que moi, bon, en voilà. fait, je vais raconter un petit peu ma vie aussi. Hein. Donc voilà, la semaine dernière, je me baladais, j'ai rencontré Angelina Jolie, et elle m'a fait des avances, et je lui ai dit non, quoi. Parce que j'étais pas dans le mood, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu lui as donné 2-3 conseils sur sa carrière quand même, qui est au point mort depuis quelques années là? Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Normal. Et voilà. Donc là, parce qu'elle a vu le dernier Tomb Raider, et elle est pas bien. Tu peux nous en toucher 2-3 mots d'ailleurs, je crois. Écoute, de toutes les adaptations de cinéma, de jeux vidéo au cinéma, c'est franchement une des moins pires.
Mais après, ça reste super vain. Déjà, tu tapes la première demi-heure où tu vois Lara Croft, héritière, donc qui est censée te péter de thunes, mais qui joue sa petite rebelle, genre je vais vivre dans un appartement pourri et je vais faire du vélo dans la ville de Londres. Et là tu fais ouais, on s'en fout. Donc la première demi-heure est assez pénible, et après t'as un gros souci, c'est-à-dire que l'heure et demie qui suit après est bien supérieure aux deux films qu'on a eu avant, mais il se passe moins de trucs en 1 heure et demie que ce que toi tu vas jouer en moins d'1 heure. Donc c'est toujours la problématique, c'est-à-dire que dans le jeu tu vas vivre mille et une aventures qui vont t'emmener dans plein d'endroits, et là dans le film, bah, c'est super linéaire quoi, et pourtant t'as Walton Goggins en méchant quoi, et on adore Walton Goggins ici. Ah ouais, c'est lui en plus. Ouais, et c'est... merde, putain, j'oublie tous les noms aujourd'hui. C'est McNulty de The Wire qui joue le père de Lara Ouais. Croft. Notre ami Dominic West. Voilà, Dominic West. Donc voilà, non, c'est pas catastrophique, ça sait se regarder. Après, t'as un problème avec Alicia Vikander qui est quand même approximativement aussi charismatique que moi finalement. Et donc, c'est pas exceptionnel, ça vole pas haut, ça s'oublie aussi vite que ça s'est regardé. Mais en somme, c'est vraiment pas, c'est pas le truc désagréable. C'est même meilleur que Pacific Rim, pour tout vous dire. En tout cas, j'en ai vu aucun des trois du coup, et j'ai joué 5 minutes aux jeux vidéo et j'avais pas aimé à l'époque, donc je me suis jamais vraiment intéressé à l'univers de Tomb Raider. Bah moi je suis assez fan, donc au-delà des boobs, parce que il y a Ouais. les boobs évidemment, mais au-delà de ça, non, je suis surtout les derniers qui sont de retour depuis, là il y a le troisième qui va sortir cette année, je crois, ou le début de l'année prochaine. Et d'ailleurs, ils ont repris toute l'esthétique de ces jeux-là, hein. Clairement, t'as l'impression d'avoir un copier-coller, et c'est ce qui justement joue contre le film, puisque comme j'ai dit, le film, le jeu, tu passes 1 heure et demie, t'as vécu déjà plein d'aventures. Là, en 1 heure et demie de film, bah, t'as vécu 3 trucs quoi, maximum. Donc c'est pas très intéressant pour une cahouette, et c'est réalisé parce que je sais que tout le monde aime les noms compliqués par Roar Hugtog, Ah bah oui. qui avait fait Forcément. avant Bolgen et Flucht et Fredfield. Ah, je les ai en Blu-ray, ceux-là. Et est-ce que tu as A Fistful of Kebab? Snor. Je l'ai revendu la semaine dernière. Ah, pour merde. être, je vais m'arrêter là pour les critiques de films parce qu'on va essayer de faire pas une émission qui dure 1 heure pour une fois, puis j'ai encore 2-3 petites choses à dire. Je propose qu'on fasse un petit café. Ouais, est-ce que je comme peux ça. juste te couper vite? On vient Vas-y. de recevoir un SMS de Gwenaël de Paris qui nous dit: bravo, meilleure émission à ce jour, débarrassé du superflu comme Tony, c'est parfait. Eh bien merci Gwen, on t'embrasse. Je rappelle le numéro 0118 999 881 999 119 725 3. Et 4. Non, 3. Donc ouais, je voulais parler de 2-3 petites choses qui sont arrivées sur les internets cette semaine. La bande-annonce notamment de Kidding, la Ah ouais. série, je sais plus si j'en avais parlé dans Il me l'émission semble qu'on ou, on avait teasé le truc. où on en avait parlé Vite fait. en dehors, vite fait, et j'avais dit que j'avais mis un petit espoir là-dessus, et là du coup la bande-annonce est arrivée, et grosse pièce dessus du coup maintenant, parce que la bande-annonce est ultra efficace. Ah oui, Donc pour vous magnifique. redire un peu c'est quoi, c'est une série avec Jim Carrey, qui va être intégralement écrite, je sais pas, mais en tout cas réalisée par Michel Gondry, qui est pas forcément un réalisateur qu'on idolâtre ici, mais que moi personnellement je respecte pour son univers quand même, et que je trouve intéressant, et je sens qu'il a encore quelque chose à proposer d'important. Et puis Jim Carrey aussi, je pense il en a encore sous le pied. Et là, quand on regarde la bande-annonce, on se dit qu'effectivement, Jim Carrey en a encore énormément sous le pied, parce que je le trouve putain d'intense Ouais. dans les plans, quoi. Ouais, Jim Carrey a toujours, c'est quelqu'un qu'on aime ici énormément, et on sait tous que c'est un putain d'acteur, Ouais. au-delà du génie comique, et quand il fait des trucs comme Truman Show par exemple, ou même si je suis pas fan, le Majestic, il a pas besoin d'aller dans des trucs genre le 13e nombre, ou le numéro 13, je sais plus comment ça s'appelait, ou le dernier truc, la Dark Crimes, j'ai vu ça, c'est de la merde, c'est irregardable, et il en fait des caisses pour te montrer que c'est un grand acteur dramatique, alors que justement du coup il est très mauvais. Mais dans Kidding, ouais, la bande-annonce, mais j'étais sur le cul, quoi. Il y a une forme de... Je me sentais presque pas bien, quoi, par moment, devant le truc où j'ai l'impression que je vais aller aussi mal que le personnage, quoi. Et pareil que toi pour Michel Gondry, quoi. Donc, grosse attente pour cette année en série télé, clairement. Ouais.
qui débutera en septembre. Et moi, la série m'intéressait déjà beaucoup à la base, parce que et là, j'ai eu confirmation en voyant les images, c'est que ça brasse beaucoup de thèmes qui m'intéressaient beaucoup, et ça me rappelle à des choses un peu que j'aurais pu, quand j'écrivais un peu, justement, c'est des trucs. On sent que du coup il y a un aspect dramatique, enfin c'est comédie dramatique. C'est un rôle vraiment taillé pour Jim Carrey qui joue donc un espèce d'individu, personnage public à la télé pour les gamins, qui doit avoir je pense une émission un peu type les Muppets, et qui est vu comme quelqu'un d'extrêmement gentil, sympathique, et en fait on découvre aussi donc la face dans le monde réel, j'ai envie de dire, avec sa famille et tout ça, et on sent que c'est beaucoup plus compliqué, que le mec est un peu tourmenté, qu'il doit avoir des problèmes de famille. Et quand on connaît un peu Jim Carrey, on sent qu'il a dû mettre beaucoup de lui dans ce personnage. Et je pense que la série peut être très réussie, avec en plus la touche Michel Gondry, fait de briques et de broc, comme on le sait tous. Eh ben, on est d'accord. On a été beaucoup d'accord dans cette émission, c'est pas normal. Et heureusement que Ant-Man va bientôt revenir au cinéma, parce que ça va être lourd autrement. En plus, c'est intéressant du coup que Gondry réalise. J'ai vu donc tous les épisodes, parce que ça laisse une certaine continuité au truc, un peu comme Lynch, parce que du coup c'est Showtime qui diffuse la série, et comme donc, la saison 3 de Twin Peaks qui était intégralement réalisée par David Lynch. Donc peut-être que c'est la relève, qui sait. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que Gondry, c'est un réalisateur que je trouve qui peut-être est très bien adapté à la série télé. Parce que donc on sait, pour ceux qui s'intéressent un peu à lui, qu'à la base il vient un peu du clip, et il a fait plein de clips extrêmement réussis. Et je pense que le format court peut être bénéfique pour lui. Parce que ces films, justement, il y a certains où tu te disais sur la fin, c'est un peu casse-gueule, c'est un peu moins réussi. Bah là, peut-être que sur un format, je pense que ça va être du 30 minutes. Ça peut faire Je pense que c'est plutôt du 1 heure, moi, personnellement. Ah ouais, tu vois un gros format ? Ouais. Bon, nous verrons bien. Autre chose qui est arrivé cette semaine, la bande-annonce de Predator du Shane Black, le nouveau Predator qui sortira en octobre, je crois, ou ailleurs. Et juste pour dire que on vous spoil la bande-annonce. Alors moi je le spoil tout en sachant que je n'ai pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu l'info qui parle de la bande-annonce, et ça m'a tellement estomaqué que je voulais en parler dans l'émission. Apparemment il y aurait donc dans ces nouveaux Predators une histoire encore d'hybride fait à base du Predator. On aurait pris un petit peu des cellules, je pense, du Predator, et on l'aurait fait évoluer un petit peu comme les dinosaures dans les Jurassic World, quoi. Ouais. Donc toi qui as vu la bande-annonce, Seb, tu peux peut-être... Non, j'ai pas vraiment fait gaffe à ça, je l'ai regardé sur mon téléphone en plus, donc j'ai pas trop suivi. Moi, Shane Black, c'est un mec que je vénère ici, qui est un peu un de mes maîtres en termes d'écriture, parce que oui, j'écris des romans, vous savez. Et donc, j'ai le mec qui se la branle là, au lieu de faire l'émission. Donc oui, même son Iron Man qui était Iron Man 3, donc qui était un film bâtard, il y avait du pur, c'était du pur Marvel et en même temps du pur Shane Black. C'était vraiment un mariage un peu bizarre. Donc je sais pas s'il s'est repassé exactement la même chose ici. Les deux bandes annonces ne me déplaisent pas spécialement, mais elles me laissent de marbre. Donc je suis pas super rassuré. En même temps, je suis pas trop inquiet. Je sais pas exactement sur quel pied danser. On verra. Ouais. Je mets pas une grosse pièce dessus, moi. Personnellement, effectivement. J'ai vu quand même la première bande-annonce, donc. Et... En fait, ça a l'air quand même beaucoup plus proche du deuxième Predator que du premier. Clairement. De toute façon, le premier sera toujours indétrônable. Hein. Oui, c'est ça. Après, c'est pas une mauvaise idée, parce que du coup, ils avaient essayé de refaire le premier avec le film de notre ami Nimrod, je sais plus comment. Là. Antal, non Ouais, Yvan Attal, un truc comme ça. C'est pas le même, je crois. C'est pas le même. Non. Yvan Attal d'ailleurs qui a eu des petits soucis cette semaine. Rappelons qu'il a stoppé sa représentation théâtrale suite à un gros rhume, je crois. Merci de ces informations. Ouais, j'ai des infos comme ça qui arrivent je vois ça. De partout. Et on a eu aussi cette semaine la bande-annonce du nouveau Halloween. Et je voulais en parler juste parce que je pense que ça dégoûte un petit peu Alphonse de ne pas pouvoir en parler. Et de lui griller un peu le truc. Et on l'embrasse. On l'embrasse.
vive le Panama. Ouais, ce nouveau Halloween réalisé par David Gordon Green, je crois, qui est donc un réalisateur qu'on trouve tous sympathique, mais en fait qui n'a jamais vraiment fait de bons films. Voilà. Donc ce qui fait quand même un petit peu peur sur ce nouveau Halloween, qui, rappelons-le, efface totalement tous les Halloween qu'il y a eu à part le tout premier de John Carpenter. Quand on regarde la bande-annonce, on a l'impression de voir un petit peu beaucoup Halloween 20 ans après, mais du coup là c'est Halloween 40 ans après. Le film a l'air plutôt honnête, efficace et tout, mais bon, je pense que j'en mettrai pas non plus une grosse piécette dessus, puisque rien ne sert de courir quand on n'est pas John Carpenter. Et puis Seb, je pense que t'as rien à en dire parce que t'en as rien à foutre de la fête d'Halloween. J'ai lu quelqu'un dire que dans la bande-annonce, les séquences avec Michael Myers étaient bien. Je suis d'accord. Les séquences avec Laurie Strode, c'est ça son nom? C'est ça. C'est moins bien tout de suite. Et je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut arrêter de déconner. Après, moi, je suis fan peur de cette approche aussi. C'est vrai, de l'approche badass de Laurie Strode me perturbe un petit peu. Après, moi, je suis fan du film de Rob Zombie. Je sais que certains s'étouffent quand je dis ça. Je l'ai beaucoup aimé son film. J'aime moyennement celui de notre ami Carpenter. Oui, je sais, c'est mal. Mais voilà, c'est comme ça. J'y peux rien. Donc, je reste ouvert. Moi, je suis comme une vieille pute, vous savez. Je suis très ouvert. Bah écoute, c'est plutôt bien. Et je pense qu'on peut même terminer l'émission là-dessus. Tu as quelque chose à rajouter peut-être? Absolument pas, à part que la prochaine fois qu'on se retrouve, je vous ferai un petit pot pourri à nouveau, pas trop pourri d'ailleurs, sur les 3 derniers gros blockbusters sortis, à savoir Deadpool, Solo et Jurassic World Fallen Kingdom. Qui t'ont quand même coûté quelques euros, puisque tu as été les voir légalement au cinéma. Je suis une personne qui donne son argent aux autres comme ça. Demandez-moi et hop, je vous donne un billet. Et comme tout le monde le sait, l'avis de quelqu'un qui va voir un film au cinéma est un petit peu biaisé puisqu'il a donné de l'argent, donc il se sent un petit peu au final obligé d'en dire du bien, parce que sinon ça le dégoûte un petit peu d'avoir dépensé de l'argent pour rien. Exactement, tout à fait. Voilà, et ben j'espère que cette émission ne vous a pas semblé trop ennuyeuse sans l'ami Alphonse, qu'on embrasse, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur son Twitter, puisque lui il en a un. D'ailleurs on m'a dit qu'il n'avait vu aucun des films dont on a parlé. Ouais, donc on rappelle que son vrai nom c'est Laurent Wauquiez, donc si vous voulez le trouver sur Twitter, c'est assez facile. Voilà, on vous dit une bonne fin de journée et une bonne fin de soirée. Ben oui. Et ben ciao ciao. Salut.